En avril dernier, on avait le fameux Paris Blockchain Week, ce sommet annuel qui regroupe une bonne partie des gros poissons de l'écosystème crypto. Comme tous les ans, c'était foisonnant et pas mal de choses en sont ressorties quant à l'avenir de notre industrie. L'une d'elles concerne la fin de cette année 2025, qui a, ma foi, été très mouvementée jusqu'à présent. Bon nombre d'experts ont partagé leur enthousiasme pour le marché concernant le second semestre de cette année charnière pour l'écosystème. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, on est en juin et c'est bientôt l'été. Historiquement, ce n'est pas la période où il se passe le plus de choses sur le marché crypto, même si au niveau de l'action des prix, on peut fluctuer pas mal. Vous connaissez la volatilité, je vais pas vous faire un dessin. Mais au global, l'été, le marché crypto tourne au ralenti. Moins de volume, moins d'annonces. Pourquoi ? Parce que comme dans la finance traditionnelle, beaucoup d'acteurs prennent des vacances, tout simplement. Les traders sont moins actifs, les institutionnels lèvent un peu le pied, et même les développeurs ralentissent la cadence sur certains projets. Bref, tout le monde est à la plage, et résultat, moins de liquidités, moins de catalyseurs, et donc un marché plus plat. En général, c'est à la rentrée que tout se bouscule, et cette année, ça risque de pas mal bouger. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur ce qu'on est en droit d'attendre du marché pour le dernier trimestre de cette année, qui est d'ores et déjà à marquer d'une pierre blanche, faut l'avouer. L'idée, comme d'hab, c'est pas de prédire l'avenir, vous avez l'habitude, mais plutôt de mettre les choses à plat pour pouvoir vous préparer au mieux à ce qui nous attend. Et vous allez voir, ça va probablement vous donner des idées. Si vous connaissez un peu le marché crypto, vous le savez, le Q4, c'est rarement un trimestre comme les autres. C'est souvent là que tout s'accélère, les grandes annonces tombent, les prix s'envolent ou s'effondrent, et cette fin d'année, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça devrait pas mal secouer. La suite du halving, les États-Unis qui commencent à ouvrir toutes les portes, la macro qui part dans tous les sens, vous allez voir, ça promet. Allez, c'est parti. Chaque année, c'est la même histoire. Quand on rentre dans le dernier trimestre, les marchés crypto deviennent assez mouvementés. En général, c'est à ce moment de l'année qu'il se passe le plus de choses. Des exemples, il y en a pas mal. En 2017, Bitcoin passe d'environ 4 000 $ à 20 000 $ entre octobre et décembre. En 2020, même chose, de 10 000 à 29 000 en 3 mois. Même en 2021, en pleine euphorie post-Covid, c'était encore au Q4 que Bitcoin a atteint son dernier ATH. Mais attention, l'inverse existe aussi, ça va pas toujours vers la lune. En 2018, le Q4 a marqué la capitulation finale du bear market. En 2022, FTX s'est effondré en novembre, et la suite vous la connaissez sûrement. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, cette période correspond à la fin de la période fiscale et aux ajustements de portefeuille. Et c'est aussi un moment qui donne souvent un signal clair sur la santé économique du pays, alors forcément ça se répercute sur les marchés. On est pile dans l'année post-halving, et historiquement, c'est un peu là que les quatrièmes trimestres ont été les plus bullish. C'est aussi dans ces eaux-là qu'on observe un top de marché, et si l'histoire rime, le Q4 de cette année pourrait bien être un sacré climax. Ou alors pourquoi pas le piège parfait. Ouais, rappelez-vous, parfois, quand tout le monde pense que ça va monter, c'est là que ça coince. Bon, et puis il faut bien se dire un truc, pendant 2 ans, les banques centrales nous ont mis la tête sous l'eau. Entre la hausse des taux, l'inflation, les discours de Powell qui ne savent pas vraiment où l'économie mondiale se dirige, l'environnement macro, c'était pas vraiment une balade de santé. Mais là, d'ici la fin d'année qui approche, on commence à avoir une vision un peu plus claire. Du côté des USA, les tarifs douaniers imposés par Trump compliquent la tâche de la Fed. D'un côté, ceux-ci peuvent faire monter les prix, ce qui freine la baisse des taux forcément, et de l'autre, ils affaiblissent la demande et l'emploi, ce qui pousse justement à assouplir la politique monétaire. Malgré ça, pour l'instant, l'inflation reste étonnamment contenue, malgré tout ce qu'on s'est mangé ces dernières semaines. Sur Trueflation, elle est repassée légèrement au-dessus des 2%, alors va falloir surveiller. Le marché du travail montre des faiblesses, et là aussi, je vous en parlais dans cette vidéo, faut faire un peu attention. Le résultat, c'est que la Fed est toujours un peu coincée entre deux feux. Elle pourrait être contrainte de pivoter dans les mois qui viennent, pas tellement parce que l'inflation explose, mais parce que la croissance et l'emploi flanchent. D'ailleurs, Trump, il le veut ce pivot, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il le fait savoir. Le marché a l'air d'anticiper une baisse des taux en septembre, et pour le moment, ça a pas l'air d'avoir changé. Si on a cette fameuse baisse d'ici la fin de l'année, ça devrait être plutôt bénéfique pour le marché crypto. Par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas trop prévu, c'est la situation géopolitique qui s'embrase. Ça vous aura pas échappé, la situation au Moyen-Orient devient de plus en plus critique. On ne fait pas vraiment de politique sur cette chaîne, alors je vais pas m'aventurer ailleurs que sur notre terrain, à savoir celui des marchés. Suite à l'échange de missiles entre Israël et l'Iran, le prix du pétrole commence un peu à s'exciter. Pour l'instant, ça reste assez contenu, le baril a brièvement grimpé à 74 $ avant de redescendre, signe que les traders n'anticipent pas encore un choc majeur. Et le risque plane malgré tout, si le détroit d'Ormuz venait à être bloqué, en sachant bien qu'il fait transiter un tiers du pétrole mondial quand même, bah le baril pourrait exploser à plus de 120 $ selon certains experts. Et même sans blocage total en fait, des attaques ciblées ou des tensions sur les routes maritimes suffiraient à faire grimper les coûts de transport, ralentir les flux et raviver les craintes inflationnistes. Dans tous les cas, si le prix du baril de pétrole vient à flamber, bah les coûts de transport flamberont inévitablement eux aussi. Et si ça arrive, l'inflation devrait repartir à la hausse, et ça c'est pas très bon. Je vous en ai parlé plusieurs fois, pour le marché crypto, la macro, ça compte. Bref, c'est une instabilité supplémentaire à ajouter dans l'équation.
Tout ce que je dis là peut changer très vite, et pour le coup, on sait pas où on en sera d'ici la fin de l'année. Malgré tout, on a un moment clé du cycle. Je vous en parlais tout à l'heure, on est en plein dans la fenêtre post-halving où historiquement, Bitcoin se met à run sacrément fort. Et les signaux ne manquent pas, cette année, Bitcoin a enfin franchi les 100 000 $, c'est une sacrée barrière psychologique qui a été pétée. La presse s'est emballée, les institutionnels sont revenus en force, et même dans votre entourage, on vous en a probablement touché un mot. Pour autant, certains analystes tirent la sonnette d'alarme. Ce halving pourrait marquer une rupture avec les cycles précédents. Habituellement, le prix du Bitcoin grimpe pendant plusieurs mois après le halving, mais cette fois, la hausse a en grande partie eu lieu avant. Résultat, la phase post-halving pourrait être plus courte, plus volatile et moins explosive qu'attendu. Alors, est-ce qu'on est déjà au top, ou est-ce qu'il reste encore de la marge? Certains pensent que le pic est proche, d'autres au contraire estiment que ce cycle pourrait bien durer plus longtemps que les précédents. Pourquoi? Parce que le contexte a changé. Les institutionnels sont là, des fonds comme BlackRock ou Fidelity ont accumulé des tonnes de BTC via leurs ETF pour le compte de leurs clients, et plus de 800 000 bitcoins sont désormais détenus par des entreprises cotées en bourse. C'est énorme. Le truc avec les ETF, c'est qu'ils absorbent une quantité non négligeable de la supply, et c'est probablement en partie pour ça que le marché tient autant en ce moment. En mai, on avait 6 fois plus de bitcoin déversés dans les ETF que de bitcoin produits. C'est vraiment massif. En ce moment, ces derniers représentent 30% du volume total des échanges sur BTC, je sais pas si vous imaginez. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « sell in May and go away ». En général, on dit ça parce que pas mal de positions sont fermées en vue de l'été. Là, c'était plutôt le contraire, et d'ici la rentrée, ça pourrait vraiment faire son petit effet. On parle pas mal de Bitcoin, mais sur Ethereum aussi, la rentrée risque d'être assez musclée. Le réseau s'apprête à déployer une mise à jour majeure baptisée Fusaka, attendue aux alentours de septembre-octobre. A l'origine, cette mise à jour devait embarquer une refonte très ambitieuse de la machine virtuelle d'Ethereum, le fameux EOF, l'EVM Object Format. Sauf que EOF a été retiré in extremis du hard fork. Les développeurs ont préféré jouer la sécurité. Trop de risques, trop d'incertitudes et surtout trop complexe par rapport aux bénéfices. Résultat, Fusaka embarquera plutôt PeerDAS, une brique essentielle permettant en gros de faire respirer les L2. L'objectif est clair, booster la scalabilité sans bloquer l'agenda. Et ça c'est pas rien, parce que concrètement ça veut dire plus de transactions, des frais toujours plus bas et une meilleure expérience utilisateur sur les solutions de seconde couche. Le tout à un moment où l'activité sur les L2 n'a jamais été aussi élevée. On a aussi Pectra qui a été lancé avec succès le mois dernier et qui amène l'abstraction de compte, et toute une batterie d'innovations qui pourrait bousculer l'adoption dans les mois à venir. Globalement, le sentiment général est clairement optimiste. Le Fear and Greed Index tourne en zone de grid depuis plusieurs semaines. Malgré ça, on voit très bien que l'été approche. L'effervescence qui a précédé l'élection de Trump est retombée et tout le monde commence à se poser. Et ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'a priori, on n'est pas vraiment proche d'un top de marché. Au niveau des données on-chain, c'est plutôt encourageant aussi. Les sorties de BTC des exchanges restent soutenues, signe que les investisseurs préfèrent stocker en cold wallet que trader. Les baleines, elles ne vendent pas non plus en masse, au contraire, certaines continuent d'accumuler discrètement sur des petites corrections. Avec Sailor en tête évidemment, qui a de nouveau acheté 10 000 bitcoins il y a quelques jours à peine. Strategy possède presque 600 000 bitcoins à l'écriture de cette vidéo pour info. Bon, faut pas non plus se raconter trop d'histoires, on sent aussi une forme de retenue, une méfiance prudente un peu. Parce que tout le monde se souvient du précédent bull run, et surtout de comment ça s'est terminé. Ce mélange de confiance et de prudence, c'est souvent ce qu'on voit juste avant un gros move. Il y a qu'à voir, le marché est en crabe depuis plusieurs semaines maintenant, comme en préparation de l'été, et on devrait voir un déblocage de la situation à la rentrée. À ce moment-là, soit on bascule dans l'euphorie totale, avec FOMO généralisé, pump violent et vidéo YouTube Bitcoin à 500K, soit on entre dans une phase de correction surprise qui vient calmer les ardeurs. Dans tous les cas, le Q4 ne devrait pas être un trimestre plat. Au contraire, en fait, il pourrait bien marquer le point de bascule réglementaire pour la crypto, surtout aux États-Unis. Après des années de flou, 2 lois majeures sont sur le point de rentrer en vigueur. D'abord le Genius Act, qui vient tout juste d'être adopté par le Sénat américain, et qui devrait encadrer les stablecoins, et le Clarity Act, censé trancher définitivement la guerre de territoire entre la SEC et la CFTC concernant notre écosystème. Si ces textes passent définitivement, ce serait un tournant. Les règles encadrant notre industrie deviendraient enfin claires au pays de l'oncle Sam, et les entreprises sauraient enfin où mettre les pieds. De là, les capitaux pourraient affluer sans retenue, parce qu'au fond, c'est vraiment ce qui manquait. Il y a aussi beaucoup d'attentes concernant les ETF spot crypto. D'ici la fin de l'année, la SEC devrait avoir statué sur plus de 70 demandes. ETF spot pour Solana, pour le Dogecoin, pour le XRP et j'en passe. Et le truc, c'est qu'une seule validation pourrait suffire à créer un précédent, et ainsi déverrouiller des milliards de dollars d'investissement via les marchés traditionnels. Beaucoup d'analystes s'attendent à un signal fort pro-innovation, et c'est exactement ce que je vous disais en intro de cette vidéo. Washington a bien compris que laisser notre industrie filer à l'étranger, c'est faire une croix sur un secteur d'innovation hyper foisonnant. En Europe, MiCA est désormais en place. Le cadre réglementaire est critiquable sur bien des aspects, mais il a le mérite d'être posé et de s'appliquer à tous les acteurs. Résultat, là aussi, plus de sécurité juridique, plus de clarté et une montée en puissance progressive des exchanges et services crypto réguliers en Europe. Mine de rien, ça aussi, ça contribue à rassurer les institutionnels du vieux continent.
Par ailleurs, même si l'Europe a pris une longueur d'avance avec MiCA, certains acteurs du secteur s'inquiètent de la lenteur du processus législatif. Un responsable de chez Franklin Templeton a averti que l'UE risquait de devenir une zone de survol entre les États-Unis et l'Asie, deux régions qui avancent beaucoup plus vite sur le plan réglementaire. Ouais, parce qu'en Asie, les choses bougent, et rapidement en plus. Hong Kong, Singapour, les Émirats, le Japon, et même la Thaïlande, qui vient à peine d'annoncer qu'ils allaient exonérer d'impôts les plus-values sur les cryptos jusqu'en 2029. Tous avancent sur des cadres accueillants et sur une plus grande clarté réglementaire concernant notre industrie. La tendance est limpide, la législation progresse partout, et d'ici la rentrée, on pourrait voir la concrétisation de tout ça se répercuter sur les marchés. À voir. Faut quand même faire gaffe, parce que ce serait pas la première fois que des politiques font la girouette. Si un revirement inattendu venait à arriver, ça pourrait se secouer, surtout si ça vient des USA. Bon, après vous aurez fait un petit tour d'horizon de ce qu'on attendait pour le haut de ce cycle et pour le bas du prochain bear market, voilà un peu ce qu'on attend pour la rentrée. On est à la veille d'un dernier trimestre qui s'annonce plutôt bouillant, dans tous les sens du terme. Entre les décisions politiques et réglementaires majeures qui devraient arriver et avec elles une vague de nouveaux entrants institutionnels, la macro qui a l'air de pas trop vouloir se calmer et les marchés qui retiennent leur souffle, on sent bien que ça bouillonne. Si vous avez l'impression que tout est prêt à péter dans un sens ou dans l'autre, c'est pas tout à fait un hasard. La tension est à son paroxysme en ce moment sur les marchés, et c'est assez surprenant pour un début d'été. Alors vous commencez à nous connaître, on va pas vous dire si Bitcoin sera à 250K ou à 40K en décembre, personne n'en sait rien. Mais une chose est sûre, ceux qui s'informent, qui comprennent les dynamiques et qui restent lucides auront une longueur d'avance. Et pour vous aider dans cette démarche, on a ouvert un canal Telegram d'actualité crypto totalement gratuit. On vous donne les dernières informations en direct live et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. On est bientôt 15 000, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça aussi ça nous aide beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la rentrée de cette année, un peu votre sentiment, votre analyse, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à jeudi prochain, bye.